Nous sommes arrivés chez Arcurial. Hier, il y a eu ici une vente aux enchères. Je vous propose d'aller découvrir ces petits bijoux. Allez, suivez-moi. À présent, je suis avec Pierre Novikov, qui est donc directeur adjoint à l'Arcurial. Bonjour Pierre, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. La vente a eu lieu hier. Un grand succès. On est un petit peu fatigué, j'avoue, mais on a profité de l'événement aussi. On est allé dans les Linaudières, on est allé voir les voitures qui passent, donc on profite maintenant de l'événement. C'est bien, c'est chouette. Alors là, on est devant une pièce maîtresse, c'est la reine de l'expo. Oui, c'est la reine de cette vente aux enchères, c'est cette Maserati A6 GCS de 1954, une voiture qui a été livrée neuve en France. Alors c'est une voiture italienne mais livrée neuve en France à un coureur automobile qui s'appelait Jean Estager. Et d'origine, elle était bleue de France, puisque chaque pays il y avait un code couleur pour chaque pays. C'était rouge pour l'Italie, British Racing Green pour les Anglais, et donc elle est livrée bleu de France. Et ce qui est magnifique avec cette voiture, c'est qu'elle va évoluer au fur et à mesure de sa vie, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y a une photo derrière qui la montre en 1954, mais après en 56-57 elle évolue avec ce nez qui est un peu plus long, l'appui-tête. Et ce qui est merveilleux, c'est que on a des photos dans les années 70 où on retrouve la voiture qui était dans cet état-là. Donc elle est retrouvée par le grand historien des Maserati qui s'appelle Richard Crump, et elle est restaurée avec grand soin, et depuis elle a refait des événements historiques, les 1000 milles notamment, et avec à son volant en 86 Stirling Moss, rien que ça, qui avait gagné les 1000 milles sur Mercedes. Donc c'est une voiture qui a un historique depuis 1954 continu, et nous l'avons vendue hier soir à un amateur européen pour la somme de 3 500 000 €. Ce qui est logique. Magnifique. Hein. Oui, mais ce qui est logique compte tenu de la beauté de cette voiture, de son histoire. Et aussi, il faut considérer quand même qu'à l'époque, les concurrentes que sont les Ferrari notamment, avaient un moteur 4 cylindres moins noble que cette pièce d'horlogerie qui est le 6 cylindres Maserati de compétition. Donc il faut bien considérer qu'au début des années 50, Maserati est à la pointe en compétition, aussi avec les Formule 1, les 250F. Donc c'est une voiture qui pour les collectionneurs est très excitante. J'imagine qu'il y a d'autres modèles très excitants dans cette vente aux enchères. Et oui, voilà, alors là, je vois, c'est une F1, on est d'accord? C'est une F1, c'est une RE40. Alors oui, elle n'est pas normalement faite pour Le Mans. Elle doit être faite pour Magny-Cours ou d'autres circuits, mais elle est fantastique. Monaco, et où elle est arrivée troisième. Elle est arrivée troisième avec Alain Prost à Monaco en 1983. Magique. Ce n'est pas rien. Et elle est aussi arrivée première à Spa, donc au Grand Prix de Belgique, la même année. Donc c'est une voiture qui a beaucoup couru, qui a un grand pédigré, puisque c'était une des voitures qui a le plus roulé avec Alain Prost cette année-là. Et nous sommes très heureux que Renault, c'est Renault qui nous a confié cette voiture à la vente. Donc c'est une Formule 1 turbo. Alors c'est vrai que c'est quelque chose à conduire, à mon avis. C'est parmi les Formule 1 les plus violentes qui existent. Mais c'est magnifique. Et puis le nom de Prost, 4 fois champion du monde, c'est magique. Moi, je suis fan d'Alain Prost, hein, une fan inconditionnelle, mais tout le monde s'en fout, c'est pas très grave. Ensuite, qu'y a-t-il dans cette... Voilà une vraie voiture pour Monaco, on parlait de Monaco. Voilà une vraie voiture, cette Mercedes 280 3,5 litres. C'était un grand classique de la marque à l'étoile. C'est une voiture qui a été dessinée par un Français qui s'appelait Paul Braque, qui a dessiné beaucoup de voitures allemandes des années 60-70. Et ce qui est très intéressant avec cette voiture, c'est que vous pouvez rouler dans le fer de lance, je veux dire le vaisseau amiral de Mercedes de l'époque. C'est toujours une voiture qui est très moderne et très agréable à utiliser. Donc aujourd'hui, les collectionneurs les achètent pour avoir un usage, comme l'était notre collectionneur monégasque, profiter des embruns un soir d'été avec des amis. Vous m'invitez, Pierre, on peut la prendre éventuellement. Elle a été vendue... Elle a été vendue 300 000 €. 300 000 €, ce qui est son prix. C'est raisonnable. C'est raisonnable et en même temps c'est quand même une vérité. Mais oui, c'est une voiture qui a été produite à peu d'exemplaires à l'échelle de Mercedes. Et dans cette vente, nous avions cette magnifique 3,5 litres et nous avions évidemment aussi la grande 300 SL que vous voyez au fond, le 300 SL Roadster. On va s'approcher un petit peu. Allez, allons-y, parce que on passe au milieu donc des F1. Là, c'est une Porsche 935, on peut la regarder aussi. Ah oui, elle est magnifique. La Porsche 935, cette voiture-là a participé au Mans en 1981. Elle avait été montée à l'origine en Suède, puisque en fait Porsche faisait donner aussi des voitures à ce qu'on appelle des compétitions clients, à des teams. Et c'était un team suédois qui avait monté cette voiture. Alors à l'origine, elle avait un moteur 1,5 litre. Pour vous donner une idée, un moteur d'1,5 litre, c'est ce que vous retrouvez sur votre Clio aujourd'hui. Mais à l'aide de turbo, c'est une voiture qui pouvait développer entre 700 et 900 chevaux. Donc c'était quand même, on les voit aujourd'hui au Mans Classique sur le plateau 7. Les 935, c'est des voitures absolument magiques,
C'est avec ce fameux aileron et pour appuyer, si vous voulez, pour mettre du poids sur l'arrière, parce que c'était des voitures qu'il fallait quand même garder sur la route avec énormément de chevaux et cette architecture des Porsche qui est si particulière. Et Maître Poulain, notre commissaire-priseur, a couru au Mans sur 935 et nous avions vendu cette voiture ici il y a 6 ans. Nous avions vendu la voiture avec laquelle il avait participé au Mans. Ah, incroyable. Et vous l'aviez bien vendu? Oui, bien, on l'avait vendue à l'époque 1,4 million, 1,5 million, oui. Et celle-ci n'a pas été vendue, on n'a pas trouvé d'amateur pour cette voiture. Et elle est estimée entre 1,3 million et 1,6 million. J'imagine qu'un véhicule qui a couru sur circuit a une cote en fait. Oui, bien sûr, comme un véhicule de route. Après, c'est ce qui va faire la cote d'un véhicule de circuit ou de compétition en général, c'est les participations qu'il a eues, c'est-à-dire son palmarès, est-ce qu'il a gagné ou pas, l'authenticité, puisque c'est une grande problématique des voitures de course, c'est de savoir quels sont les éléments qui sont d'origine et quels sont les éléments qui ont été changés. Sachant que si on veut courir en course historique aujourd'hui, c'est une utilisation particulière qui n'est pas la même qu'un collectionneur. On est obligé, pour des raisons de sécurité, avec une auto comme la 935 notamment, d'avoir des pièces qui soient en parfait état, radiographiées et certaines pièces neuves, c'est tout à fait logique. Et puis ensuite, c'est son état général et c'est savoir si la voiture est prête à courir ou pas. Donc il y a toute une grille et oui, il y a une cote, c'est un bien grand mot parce que souvent ce sont des voitures qui ont été produites à entre 5 et 10 exemplaires, donc il n'est pas évident de dire qu'il y a une cote. Mais on fonctionne souvent par analogie. Si une Porsche de la même époque vaut tant, combien vaut la Ferrari qui a gagné telle course, etc. Sachant qu'il y a quelques éléments qui peuvent rendre fous nos collectionneurs, c'est une victoire aux 24 heures du Mans par exemple. Nous avons vendu la Matra victorieuse des 24 heures du Mans en 1972 et ça c'était tout à fait particulier, ça donnait une saveur à la voiture et on arrivait à avoir des collectionneurs qui n'étaient pas forcément des collectionneurs de Matra mais des collectionneurs de voitures du Mans et qui rêvent comme nous tous d'être pilote et de posséder une voiture qui s'est illustrée. Ce sont des victorieuses. Des victorieuses comme en art pour les tableaux ou pour l'art tribal par exemple. Mais quand la provenance est impeccable, c'est des prix qui sont très différents. C'est un peu la même chose en fait. Le palmarès donne un écho à l'objet qui est très différent, plus profond. Et ça, c'est dans tous les domaines du marché de l'art. On sent le passionné quand même, hein. On en parle presque comme d'une femme. Oh là là, non, j'en parle comme d'une œuvre d'art. Est-ce que toutes les femmes sont des œuvres d'art? Je ne sais pas. Non, mais... non, mais... C'est un vaste sujet. Revenons-en à nos voitures. Donc, La Mercedes 300 SL, qui est quand même une voiture d'une grande élégance. Il faut se rappeler que Mercedes revient à la compétition après la Seconde Guerre mondiale, avant l'accident terrible du Mans évidemment, mais avant cet accident, Mercedes va tout gagner, les 1000, le championnat du monde avec Fangio notamment. Et ici, cette 300 SL, c'est vraiment une icône. Là, on parlait tout à l'heure des victorieuses. Pour les voitures de route, il y a des icônes. Vous avez, je sais pas, par exemple la Aston Martin DB5 de James Bond. Qui n'a pas rêvé de cette voiture? personne. Ouais, c'est ça. Et tout le monde, on peut retourner. Mais la Mercedes 300 SL, c'est un peu la même chose parce que c'est la première voiture de série équipée d'injection. Donc elle va sortir d'abord avec les portes papillons. Et ensuite, ils vont faire une déclinaison Roadster. Et ici, cette Roadster, l'avantage, c'est qu'elle est de 1957. Donc c'est une des toutes premières Roadster qui a été construite. Et elle est dans un état remarquable parce c'est une restauration ancienne. Mais la voiture aujourd'hui présente très bien. Elle est vraiment dans un état superbe. Et vous pouvez à la fois l'utiliser et en même temps en profiter. Et vous avez un objet du design des années 50 absolument fantastique. Enfin, il faut voir le profil, la façon dont la voiture a été lancée. C'est vraiment une voiture magique. Très très belle ligne. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît particulièrement, vous qui... Il y en a beaucoup qui me plaisent particulièrement, mais vous voyez, regardez, en face de nous avons la Maserati Ghibli et la Jaguar Type E Série 1. Ça, ce sont deux voitures, c'est pareil, la Jaguar Type E Série 1, quand on réalise qu'elle a été dessinée par William Lyons de façon rapide, à partir des Jaguars de course, on peut se dire que c'est une des plus belles voitures du monde, comme le disait Enzo Ferrari, paraît-il. Alors ça c'est la légende. Ce qui est drôle d'ailleurs, on a mis les deux à côté sans arrière-pensée, mais les lignes sont assez similaires. La Type E Série 1, Enzo Ferrari disait que c'était la plus belle voiture du monde, et la Maserati Ghibli, Henry Ford avait exposé une Maserati Ghibli dans son centre de design en disant voici la plus belle voiture du monde. C'est marrant, hein? Et les deux sont ensemble et les deux sont absolument splendides. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas une dizaine d'années, mais il y a 6-7 ans d'évolution dans l'automobile,
du début des années 60 au milieu des années 60. C'est pas du tout les mêmes styles. Et pourtant, c'est deux idées de la vitesse. Et dans les deux cas, vous achetiez des voitures de marques qui couraient au Mans, qui s'illustraient, puisque la Type E, c'est une inspiration quand même de la Type D. Et il y avait après E2A qui était un prototype qui ressemble furieusement à la Type E. Et vous pouviez courir en Type E, en Jaguar Type E. Et Maserati, bon alors à l'époque de la Ghibli, c'est déjà un peu sur le déclin avec les Birdcage. Mais Maserati était aussi une marque qui s'était énormément illustrée en compétition. Donc deux voitures splendides, élégantes, tendues. Moi je ne me lasse pas de les regarder. À chaque vente nous en avons. Et chaque vente je suis content de les regarder. C'est pas le cas de toutes les voitures, mais je ne dirais pas lesquelles je n'aime pas regarder. En tout cas, vous en parlez très bien. Au global, combien de voitures et combien de... Parce qu'il y a aussi des deux roues. Oui, il y a des motos. Alors les motos, nous avons vendu la MV Agusta d'ailleurs qui est derrière la Jaguar et la Maserati. Vous avez une MV Agusta qui appartenait à Giacomo Agostini, une vraie moto refaite chez MV récemment, mais qui est absolument exceptionnelle, que nous avons vendue à près de 200 000 euros. Nous avions 160 lots, donc 25 motos, 135 voitures. Et c'est vraiment, on est très content. On a vendu pour à peu près 12 millions d'euros de voitures et de motos, dans une salle avec une très belle ambiance. Les passionnés sont là. Merci beaucoup Pierre. On vous laisse finir donc ce Mans Classique tranquillement, profiter maintenant. Et puis nous, on va continuer notre petite balade. Voilà. Profitez bien. Merci Pierre. Au revoir. Et bien voilà, on quitte le Mans Classique direction les 24 heures du VTT à Saint-Ouen-en-Belin. C'est parti!